Soyez les bienvenus sur Sud Radio. Parlons vrai avec cette chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes abonné. En tout cas, on demande à Maxime ou pas le chiffre exact. Là. Non, il y a plus on l'a surpris dans la sieste. 1 30 000 abonnés. Non, vous m'avez déjà dit ça là, il y a 3 semaines. Excusez-moi, je ne vais pas vous inventer un chiffre. Si, inventez-moi des chiffres. 3 milliards. Dites-moi que je fais 1m80, que voilà. On se calme. Bah oui, 1m80, ça m'est Vous faites déjà 1m80, Cécile. 1m80, mais c'est vous, exactement. Comme Philippe fait 1m92. C'est ça. Et, de tour de taille. et 82 kilos. Et d'ailleurs qu'il a été champion universitaire de basket, tout le monde le dit. Oui, tout le monde le connaît, bien sûr. Il a joué avec la NBA. C'était après, il a joué avec Lasvel, il a même été drafté, mais il pouvait pas parce qu'il n'y avait pas de saucisson aux États-Unis et de choucroute, mais c'est vrai. Il a refusé l'équipe de France parce qu'il n'y avait pas assez à manger. On est en plein complotisme. C'est ça. On dit n'importe quoi, mais voilà, ça fait du bien. Donc autour de cette table, Françoise Degois, Joseph Touvenel et Christophe Madrol, qui est de retour et maintenant les seuls contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seuls contre tous. Et on commence par vous, Joseph Touvenel. Vous dites non à la camisole chimique pour les délinquants sexuels. Oui, d'ailleurs, on dit camisole ou castration, et c'est tout sauf une castration. Oui. On leur coupe pas. Non. Pourquoi non ? Parce que quand il y a une idée comme ça, moi j'étais comme 83% des Français, ça me semblait bien. C'est-à-dire que quand on a des gens, des pédocriminels, des gens qui s'en prennent physiquement aux enfants, il faut le mettre hors d'état de nuire. Si on peut leur faire avaler des trucs qui les mettent hors d'état de nuire, oui. Oui, mais d'abord, regardons la faisabilité de cette idée. Quand on regarde, quand on écoute les spécialistes, ça réduit la libido, ça la supprime pas, ça la réduit. Ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de produits. Question, quand ils arrêtent, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a une surveillance de tous les instants ? Est-ce qu'il faut les suivre pour qu'ils prennent bien leur traitement ? Première question. Deuxième question, on nous dit mais c'est un traitement qui n'est pas qu'un traitement médical où j'avale des hormones, parce que c'est ça, c'est aussi, ça fonctionne que s'il y a un suivi psychologique. C'est-à-dire qu'en même temps, il faut déployer des psychiatres à côté. Vous voyez la complexité et le coût pour la collectivité. Et puis, ils nous disent des spécialistes comme le docteur Ben Kemoun, qui est pédopsychiatre, qui a bien étudié la question, il dit oui mais ça marche que pour ceux qui sont pas les pires. Ça marche que pour ceux qui, quand ils commettent leur acte qui est horrible, ressentent qu'ils font le mal. Mais pour les pires, il nous dit tous les agresseurs sexuels ne sont pas susceptibles de réagir au traitement. Ceux qui ne réagissent pas sont ceux qui sont dans une dynamique de domination, d'emprise, de contrôle, dépourvus de sens moral. C'est-à-dire que les pires, les plus dangereux, on leur fait avaler les hormones, on leur donne la camisole chimique ou pas, résultat, zéro. C'est pour ça que quand je vois comment c'est lancé dans l'espace public, j'en veux un peu aux politiques qui, au lieu de donner une idée qui nous paraît sensée, devraient étudier la faisabilité et si effectivement ça résout le problème. Et les effets, effectivement. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Donc je dis rien de plus parce que je suis d'accord. Il y a vraiment tout est dit et c'est très très bien. Je suis pleinement de votre avis, Joseph. Franchement. Eh ben Joseph, tu ne seras pas seul contre tous parce que je partage aussi ta position et le seul politique que j'ai eu entendu, mais sous le contrôle de Françoise, c'est Bruno Retailleau qui a parlé de chimique et de côté chimique. C'est le seul. Non, Wauquiez aussi, on avait parlé il y a déjà. Mais on sait très bien, tu as raison, on sait très bien aujourd'hui que cette question-là ne se règle pas de façon chimique. Il y a un accompagnement. Malheureusement, moi je dis malheureusement. Voilà. Alors ensuite, il y a eu des études qui ont été portées, je l'ai vu moi à la prison des Baumettes quand je travaillais comme éducateur. On aidait, on accompagnait la libido de certaines personnes qui sont emprisonnées, mais en aucune manière on traitait les délinquants sexuels avec cela. Mais alors, moi, il y a déjà, je suis pas d'accord avec vous parce qu'il y a des pays où on pratique la castration chimique. En Europe, il y a l'Allemagne, il y a le Danemark, la Pologne, la Belgique, entre autres, et les résultats a priori sont pas si catastrophiques que ça. Si on peut en empêcher, ne serait-ce qu'une infime partie de récidiver, moi, je suis pour. Je suis pour. Et je dois vous dire une chose, je suis pour que ceux qui sont dangereux pour les enfants, dans ces signes, refusent ce type de traitement, qui sont, vous avez raison, ce n'est pas une castration chimique, ce sont des inhibiteurs de libido, ce qui est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça. Moi, je suis pour. Je me fous des délinquants sexuels, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est la protection des enfants. La protection des enfants. Eux, après, leur confort, etc. Mais je m'en fiche royalement, soit dit en passant. Et deuxièmement, j'en ai quand même un peu assez qu'on dise que ces gens-là sont des malades. Non, tous ne sont pas des malades. Il y en a qui sont des gens qui sont éminemment pervers, qui aiment
se taper des enfants prépubères parce que c'est dans leur fantasmatique. Ils ne sont pas... Non, ils ne sont pas tous malades. Certains sont des salopards. Vous venez de définir la maladie psychiatrique. Non. Eh ben, écoutez, vous savez que vous avez une chose à faire dans ces cas-là. Ben, vous vous retenez. Un homme, ça s'empêche. Mais on est d'accord sur le fond. Mais quand on ne peut pas s'empêcher... Eh ben, on doit pouvoir s'empêcher. Non, mais Philippe, c'est exactement ce que dit le docteur Ben Kemoun qui a étudié le truc. Il dit, il y en a sur qui, et c'est les plus graves, ceux qui sont dans une dynamique... Dans ces cas-là, on les garde au trou ad vitam aeternam. Mais il dit bien dynamique de domination, d'emprise, de contrôle du pouvoir sur les autres. Et là, il dit camisole ou pas camisole, on n'empêche rien. Ouais, et donc, c'est un leurre de nous faire croire que ça résoudrait l'ensemble des problèmes. Le point qu'amène Philippe David qui est intéressant, je n'ai pas fait ce travail de benchmarking, comme on dit aujourd'hui, de voir avec les pays européens. Si tu nous dis aujourd'hui que dans les pays européens, ça marche, ça fonctionne aussi peut-être parce qu'ils ont le personnel pour gérer ces gens-là. Ils ont des psychiatres, ils ont ce qui n'est pas notre cas en fait. J'ai regardé un peu, il y a en Europe, il y a d'autres pays dans le monde, des États américains. Ça fonctionne. D'abord, l'intérêt c'est sur la récidive, parce que tant qu'il n'a pas commis le crime, en fait, ça fonctionne que pour les cas qui sont les premiers cas, c'est-à-dire les cas les moins pervers. Sur les autres, ça fonctionne pas. Merci beaucoup, en tout cas pour ce sujet. Françoise de Gois, vous dites qu'il faut voter contre le projet de loi d'autonomie corse. Oui, alors moi je suis très agacé par ce projet de loi. Je rappelle qu'il est né comment ? Il est né en 2022, quand la Corse est victime, vous vous en souvenez, d'émeutes très violentes après la mort de Yvan Colonna, qui est tué dans sa cellule à Arles par un détenu. Et donc Gérald Darmanin vient sur l'île, et avec évidemment la bénédiction d'Emmanuel Macron, dit on va trouver un moyen de plus d'autonomie. Ce projet, il naît des troubles d'Yvan Colonna. Ce projet en soi, je ne suis pas contre une forme d'autonomie renforcée, pas du tout. Je pense que cette île a besoin de respirer. C'est 400 000 habitants. On pense on va pas refaire l'histoire de la Corse. Moi, j'y ai travaillé. On connaît tous la Corse. On connaît la complexité. C'est pas le sujet. Ce qui me gêne dans ce projet de loi, c'est que il introduit la préférence corse avec cette phrase qui est toute communauté, qui culturellement, linguistiquement se sent attachée à un lien singulier à sa terre. Ce projet de loi parle de cette communauté-là. Écoutez, c'est là que pour moi ça va plus. Il y a une rupture constitutionnelle qui est absolument majeure. Parce que ça veut dire que demain, si ce projet de loi passe à l'État, même si le Conseil d'État a retoqué ses dispositions, s'il passe en l'État, ça veut dire que les Basques peuvent dire j'ai un lien singulier à ma terre, ça veut dire que les Bretons peuvent le faire, ça veut dire que les Alsaciens, et on découpe petit à petit la République en confetti. J'entends les gens qui disent pourquoi il faut le voter, pour faire respirer cette île qui est à l'arrêt, mais je pense que dans le fait, dans le régalien, ce qu'on appelle le régalien, dans ce qu'est notre nation une et indivisible de République, je trouve ça extraordinairement dangereux. Ça divise vraiment l'hémicycle, et même la gauche. Ce matin, par exemple, le Parti Socialiste s'est coupé en deux sur qui va voter pour et qui va voter contre. Moi, je suis profondément opposé à ce projet de loi. Alors moi, pour une fois encore, je suis assez d'accord avec ce projet de loi. La vraie question en Corse, pour avoir longtemps travaillé comme toi en Corse et bien connaître que Gilles Simeoni, la question c'est le foncier. La question c'est la présence de l'État français qui gère par les administrations françaises le foncier en Corse. Et on sait aujourd'hui, quand tu es un jeune Corse, ou ailleurs d'ailleurs, quand tu es un jeune Ciotadin, ou un jeune de Saint-Tropez, ou un jeune Canois, tu ne peux plus acheter un terrain près de chez toi pour pouvoir construire ta maison et être près de chez tes parents parce que le foncier coûte trop cher. Donc la question dans la loi de la préférence corse réside sur la question du foncier. Du logement. Et ça, c'est une vraie réalité d'acceptabilité des territoires. Aujourd'hui, tu penses qu'on a tort de faire l'extension avec une forme de préférence nationale, préférence corse, préférence nationale. Je vois aujourd'hui la réalité sur la côte où j'habite à Marseille, à La Ciotat par exemple, ou à Aubagne, qui sont des villes ouvrières, parce que aujourd'hui, pour se loger à La Ciotat ou à Aubagne, ce n'est plus possible. On est passé de 2500 € le mètre carré à plus de 12 000 € le mètre carré. Mais c'est plus cher qu'à Paris, à 10 000. C'est 10 000, mais La Ciotat, Aix-en-Provence, regardez, 12 000 €, regardez, c'est monté, c'est explosé. Donc on ne peut plus se loger quand on est un jeune Ciotadin, quand on est un jeune Bastier, quand on est un jeune d'Ajaccio, quand on est un jeune de Corté, ce sont territoires. Donc on doit se délocaliser, vivre ailleurs. Donc pour cela,
Moi, je soutiens la réforme portée par Simeoni sur la question du foncier. Ensuite, tu as raison, Françoise. L'indépendance ou l'autonomie, c'est un débat qui remonte largement avant. Rappelle-toi les bagarres que nous avons portées aussi avec le ministère. Lionel Jospin, les accords de Matignon, il a laissé la peau puisque Chevènement est sorti sur du ces gouvernement à ce moment-là. Donc voilà, moi, le seul point qui m'intéresse aujourd'hui dans la réforme, c'est la question du foncier, parce que vivre, travailler au pays, c'est comme une revendication qui est apportée. J'entends. C'est vraiment le sujet. Et par contre, le projet de loi ne traite pas vraiment ce sujet. Ce qu'a dit Françoise est exact, c'est un risque. Moi, je suis très attaché à la diversité et je suis très fier d'avoir un pays qui a la Corse, comme on a la Martinique, la Réunion ou l'Île-de-France. Ou la Bretagne, ou la Normandie. Il y a des diversités, il y a des usages, il y a des cultures, et il est normal, il est sain de les défendre. Il est sain que les Corses défendent la langue corse, parce que ça fait partie de l'histoire, parce que ce sont les traditions, parce que... Mais ça, c'est acquis. Oui, mais le projet de loi va plus loin et ouvre une brèche dans la nation. Et ce qui fait nation, c'est qu'on se rassemble. Et aujourd'hui, eh bien, les politiques nous disent pas ce qui nous rassemble. Pour se rassembler, il faut avoir un projet commun. Quel est le projet commun en France? Et tant qu'on n'a pas un vrai projet commun, un rassemblement, alors on ouvre la porte à une explosion du pays, à une explosion de la République. Ça, c'est très dangereux. Alors, bon, la question de la langue, c'est un acquis, parce qu'en Bretagne, aujourd'hui, on peut parler le breton, dans le Berry, on parle le breton, dans le Berry, non, pas le breton. Non, pas le breton, le Berrichon, le Pays Basque, etc. On parle le basque en Alsace. On peut parler corse, il y a même des écoles aujourd'hui, puisque ça remonte à Jospin, je ne sais plus à qui avait accès, qu'il y ait des écoles là-dessus, donc ça, c'est acquis. Je vous dis, la seule question, pour moi, dans le projet de loi, c'est le respect des identités par rapport aux générations à venir pour qu'ils puissent rester corses. Ça prend un point pour moi. Moi, je suis d'accord avec François sur le fond. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut profondément réformer, c'est qu'il y a une réforme qui a été ratée. Elle avait été rejetée par référendum en 69 et elle a été ratée, à mon avis, en grande partie en 82 par Gaston Defferre. Pardon, la décentralisation. Parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui partent de Paris et qui sont décidées verticalement à Brest, à Dunkerque. Avec une méconnaissance du terrain. Voilà, moins en Corse. Bien sûr, mais ce qui moins en Corse. Parce que la Corse a déjà une certaine autonomie et la preuve, ce sont les nationalistes qui gagnent régulièrement les élections locales. Oui, je pense qu'on est d'accord. alors c'est des nationalistes. Je suis d'accord. n'a plus grand chose à voir avec son père. Par exemple, je veux dire. Mais en revanche, il y a quand même une chose. C'est vrai que j'ai peur que ce soit contagieux pour le Pays Basque, pour l'Alsace, pour la Bretagne, pour ceci, pour cela. Le signal me semble dangereux. Je suis entièrement d'accord avec vous. En revanche, beaucoup plus de pouvoirs locaux, moins de choses qui se décident à Paris par la technostructure. Oui, parce qu'il y a quand même. Je peux m'empêcher de me dire aussi, parce que je pense contre moi-même qu'il y a presque un réflexe encore un peu néocolonial. Non, mais vraiment, quand on met dans le même paquet la Corse, par exemple, et la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui a beaucoup choqué et que j'ai entendu, c'est que quand Emmanuel Macron est allé en Corse, par exemple, Gilles Simeoni a été président de l'Assemblée de Corse, a été fouillé au corps comme un vulgaire, donc il y a aussi une forme de condescendance de Paris quand même, je crois. Mais moi j'ai vécu, mais ça va, c'est intéressant. Moi j'ai vécu des visites ministérielles en Corse. François, je peux te confirmer que on est dans un autre monde parfois. Merci beaucoup en tout cas pour ces sujets. Vous pourrez